Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des triangulations dynamiques causales. C'est l'une de mes approches préférées en gravitation quantique. Alors, le sujet devenant quelque peu ardu, j'y consacrerai 2 vidéos. Au début des années 1960, le théoricien italien Tullio Regge a proposé une nouvelle manière d'étudier les variétés spatio-temporelles courbes qui sont utilisées en relativité générale en les décomposant en morceaux linéarisés selon une technique dite de triangulation, donnant ainsi naissance à ce que l'on a appelé le calcul de Regge. Alors en géométrie, une triangulation, c'est une partition d'un objet, ça peut être l'espace, l'espace-temps, en un ensemble de ce qu'on appelle des simplexes. Alors le nom de triangulation vient du fait que pour les surfaces, la partition, on dit aussi un maillage, est composée de triangles. Donc un simplexe, c'est l'analogue multidimensionnel du triangle. En 3 dimensions, par exemple, c'est un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide. En 4 dimensions, on dit que c'est un 4 simplexe. On l'appelle parfois pentatope, d'ailleurs, par analogie avec les solides platoniciens. Et ainsi de suite, en fait, quel que soit le nombre de dimensions de l'espace. Alors, par construction, un simplexe est géométriquement plat, c'est-à-dire que ses faces sont planes. Voilà. Mais en fait, tout comme le fait de coller des triangles au niveau de leurs arêtes crée une approximation d'une surface courbe, eh bien, le collage de 4 simplexes le long de leurs faces, les faces, ce sont des tétraèdres tridimensionnels en fait. Donc le collage engendre une discrétisation très fine de l'espace-temps. Alors pour en revenir aux surfaces, la courbure d'une surface, elle peut s'écrire en fonction de ce qu'on appelle un déficit angulaire. Alors si les sommets des triangles ont un déficit angulaire positif, la courbure est localement positive. Si le déficit angulaire est négatif, la courbure est localement négative. Voilà. Il en va de même en fait pour les espaces-temps courbes de la relativité générale, où les 4 simplexes donc remplacent les triangles habituels. Donc, le calcul des déficits angulaires se fait directement à partir de la variation de la longueur des arêtes des simplexes, et le tenseur de Riemann, qui contient en fait toutes les informations sur la courbure, peut être plus facilement dérivé. Et le calcul de Regge a trouvé en fait sa principale application dans le domaine de la relativité numérique, où il a joué un rôle très important pour simuler par exemple la collision de deux trous noirs. On en a eu récemment besoin pour interpréter les émissions d'ondes gravitationnelles à partir précisément de la fusion de trous noirs. L'utilisation de maillage pour effectuer des calculs numériques sur des espaces courbes, elle n'est pas si récente que ça. Elle est courante en fait en aéronautique pour calculer les profils d'ailes d'avion et les optimiser par rapport au flux des couches d'air qu'elles doivent traverser en fonction de la vitesse, de la turbulence, etc. Alors, je me souviens en 1976, je faisais mon service militaire en tant que scientifique de contingent et j'ai travaillé à mi-temps au laboratoire d'analyse numérique de l'école polytechnique pour participer à la mise au point d'un programme de maillage automatique des surfaces en vue justement d'applications aéronautiques. Alors ce programme, qui était baptisé Modulef, il a été achevé par d'autres en 1985. C'est un logiciel libre qui est toujours disponible d'ailleurs sur le site de l'Institut national de recherche dédié au centre du numérique qu'on appelle donc l'INRIA. Bon, alors je reviens donc à mes théories de la gravitation quantique et plus particulièrement donc à celles qui supposent une discrétisation de l'espace-temps de fond. Alors, les développements du calcul de Regge ont été appliqués à la fin des années 1990 dans une nouvelle approche intitulée la triangulation dynamique causale. Alors en abrégé on dit parfois la TDC. Quelqu'un qui s'appelle Jan Amjorn, qui est un physicien danois travaillant à l'Institut Niels Bohr de Copenhague, et puis également Renate Loll, qui est professeur de physique théorique à l'université de Nijmegen aux Pays-Bas. Vous remarquerez que je dis professeur et pas professeuse, sont considérés comme les principaux fondateurs de cette approche. Alors c'est lors d'une conférence qui s'est tenue en 2005 à Potsdam et qui était consacrée aux théories de la gravité quantique alternative à l'hégémonique théorie des cordes que la
TDC, la triangulation dynamique causale, a pour la première fois fait l'objet de discussions en profondeur dans la communauté. Alors je dis toute proportion gardée, elle a engendré un intérêt certain dans le monde de la physique théorique en offrant une bonne description semi-classique de la gravité quantique. Alors oui, j'ai dit toute proportion gardée parce que l'article le plus connu sur le sujet comporte 500 citations, c'est pas mal, mais enfin, contre plus de 10 000 pour l'article de Maldacena sur la conjecture holographique en théorie des cordes, évidemment ce n'est pas grand-chose. Alors au niveau macroscopique, c'est-à-dire au non quantique, la triangulation dynamique causale, la TDC, donc reproduit l'espace-temps quadridimensionnel habituel, mais aux très hautes énergies et aux très petites distances, c'est-à-dire de l'ordre de la longueur de Planck, je rappelle, 10 puissance moins 33 cm, eh bien, elle révèle de façon surprenante une structure fractale de l'espace, c'est-à-dire les tranches de l'espace-temps à temps constant. Voilà. Dont la dimension s'avère proche de 2 au lieu de 3, comme je le préciserai plus loin. Et donc ce résultat en fait rejoint d'autres approches théoriques comme la gravité à sécurité asymptotique. Je ne ferai probablement pas une vidéo, même si j'ai consacré un chapitre dans le livre. Bon, là on va entrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet avec ce que l'on appelle les intégrales de chemin. Alors, selon la conception de John Wheeler, que j'ai mentionné dans plusieurs vidéos précédentes, eh bien, quand on s'approche de l'échelle de Planck, la structure de l'espace-temps serait analogue à une écume, cette fameuse écume de l'espace-temps qui donne le titre à mon livre et à toute cette série de vidéos. Voilà. Mais une écume turbulente, constamment changeante, en raison de fluctuations quantiques et topologiques. Une des difficultés majeures de cette géométrodynamique quantique, c'est de décrire comment l'écume microscopique de l'espace-temps peut évoluer et se concrétiser à l'échelle macroscopique en un univers quadridimensionnel qui ressemble à celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors la théorie de la triangulation dynamique causale tente d'y parvenir en adaptant le calcul de Ricci à l'espace-temps, mais cette fois-ci quantique. Et son nom même, en fait, de triangulation dynamique causale, vient de ce que la théorie utilise un processus de triangulation de l'espace qui varie de façon dynamique et qui suit des règles déterministes qui respectent la causalité. Les tentatives antérieures pour expliquer la structure quantique de l'espace-temps n'ont eu qu'un succès limité, parce qu'elles étaient en fait fondées sur la gravité quantique euclidienne. C'est un programme de recherche qui a été lancé à la fin des années 1960, qui a été popularisé plus tard par le livre à succès de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps. Donc ce programme repose sur un principe fondamental de la mécanique quantique qui est celui de la superposition. Donc tout objet, qu'il soit classique ou quantique, se trouve dans un certain état qui est caractérisé par exemple par sa position et sa vitesse. Mais alors que l'état d'un objet classique peut être décrit par un ensemble unique de nombres, celui d'un objet quantique est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Il est en fait la somme, ou la superposition comme on dit, de tous les états classiques possibles. Alors, une balle de billard classique, par exemple, se déplace le long d'une trajectoire unique, avec une position, une vitesse précise, à chaque instant. Voilà. Mais ceci, ce n'est pas une bonne description de la façon dont un électron, qui est beaucoup plus petit que la boule de billard, l'électron se déplace. Donc son mouvement, en fait, il est décrit par les lois quantiques, ce qui implique qu'il peut se trouver simultanément dans un large éventail de positions et de vitesses. Lorsque l'électron se déplace, donc d'un point A à un point B par exemple, à l'absence de toute force externe, il ne suit pas simplement le trajet direct entre A et B, mais il emprunte simultanément toutes les routes possibles. À cette façon d'envisager toutes les trajectoires, on appelle aussi ça des chemins, que peut prendre donc l'électron ou n'importe quelle autre particule quantique pour aller de A à B, se traduit par une prescription mathématique qui a été formulée en 1942 par le célèbre Richard Feynman, qu'on appelle donc l'intégrale de chemin. C'est en fait une moyenne pondérée de tous les trajets possibles pour aller de A à B.
Et cette prescription permet de calculer la probabilité de trouver l'électron dans une plage particulière de position et de vitesse, éloignée du chemin rectiligne auquel on s'attendrait si l'électron suivait les lois de la mécanique classique. Et les déviations par rapport donc à une trajectoire unique et déterminée, c'est ça les fluctuations quantiques. Et plus la taille d'un système physique est petite, et plus les fluctuations quantiques sont importantes. Alors la gravité quantique euclidienne a malheureusement échoué quand elle a tenté d'appliquer ce principe de superposition à l'univers tout entier. Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué en fait que la cosmologie quantique, qui avait été initiée dans les années 1960 par John Wheeler et Bryce DeWitt, et développée ultérieurement par Jim Hartle, Stephen Hawking et quelques autres, abordait la gravité quantique de manière semblable en considérant le très vaste ensemble de toutes les géométries possibles pour l'espace-temps, avec des géométries qui jouent le rôle des chemins. Et le calcul des intégrales de chemin à partir de cet ensemble est extrêmement difficile, ne serait-ce que pour simplement identifier tous les chemins, en fait, c'est-à-dire toutes les géométries possibles. Alors les théoriciens ont commencé à explorer les effets de la superposition de formes d'espace-temps que la relativité classique ne sait pas gérer, en particulier les formes qui sont très courbées sur de très petites échelles de distance, donc proches, je répète, de la longueur de Planck. Donc ce régime, on dit qu'il est non perturbatif, et il est en grande partie inaccessible au calcul analytique, c'est-à-dire effectué à la main. La gravitation quantique euclidienne, alors elle a fait un grand saut technique au cours des années 1980-1990 avec le développement de simulations informatiques puissantes. Alors il s'agissait au départ de remplacer les géométries continues par des approximations discontinues. C'est facile à comprendre, on peut décrire une ligne courbe de manière approchée comme une succession de petits segments, ce qui permet de retrouver la courbe elle-même en faisant tendre la longueur des segments vers zéro. Et on peut de même trianguler une surface en la remplaçant par une juxtaposition de petits triangles ajustés sur elle et très généralement, finalement, trianguler un espace de dimension quelconque à l'aide d'un maillage approprié, donc à l'aide donc de simplex. Alors, les simulations de la gravité quantique euclidienne quantifient une approximation discrète de la géométrie continue de l'espace-temps en le décomposant en minuscules blocs de construction. Et donc un tel procédé, ça présente l'avantage de ramener certaines questions difficiles à des calculs qui peuvent être effectués concrètement sur l'ordinateur. Les simulations utilisent donc les simplex comme bloc de construction à 4 dimensions. Le problème, c'est qu'elles produisent soit des univers dits monstres, parce qu'ils ont un nombre infini de dimensions, soit au contraire des univers en quelque sorte minimalistes qui, eux, ont à peine 2 dimensions. Donc clairement, il manque un ingrédient important. Et bien cet ingrédient s'est révélé être la causalité. Alors je rappelle la causalité. Ça signifie en fait que l'espace-temps possède une structure qui permet de distinguer sans ambiguïté la cause et l'effet. Et le concept fait évidemment partie intégrante des théories classiques de la relativité restreinte et de la relativité générale. Et le problème, c'est que la gravité quantique façon euclidienne ne prend pas en compte la causalité. Et les univers qu'elle produit, dans les simulations numériques, n'ont pas de structure qui permette de placer les événements dans un ordre spécifique. Et dans sa tentative de cosmologie quantique euclidienne, qu'il avait appelée l'univers sans bord, dont j'ai parlé déjà, Hawking il avait déclaré par exemple que le temps est imaginaire, tant au sens courant du terme qu'au sens mathématique. Son espoir, en fait, c'était que la causalité émergerait comme une propriété à grande échelle de fluctuations quantiques qui, prises individuellement, ne portaient pas en fait l'empreinte d'une structure causale. Les simulations informatiques l'ont désavoué et donc ont anéanti cet espoir. Alors d'ailleurs, l'une des conséquences de cet échec est de nature à décevoir les amateurs de science-fiction. Pourquoi ? Parce que nombre de romans, de films, de séries télévisées dans le genre mettent en scène des trous de verre, ces fines
poignées attachées à l'univers qui constitueraient des raccourcis pour voyager entre des régions de l'espace-temps normalement très éloignées. J'en ai parlé dans l'une des vidéos précédentes. Euh, alors donc ce qui rend les trous de verre si passionnants, ben, c'est qu'ils offrent la possibilité théorique de voyager dans le temps, y compris même de remonter le passé. Alors bien que les trous de verre n'aient jamais été observés à l'échelle astrophysique, les physiciens ont supposé qu'ils pourraient en trouver une justification dans les théories en construction, encore en construction, des théories de la gravité quantique. Mais donc au vu des résultats négatifs des simulations informatiques, en tout cas pour la gravité quantique euclidienne, ben, la viabilité de trous de verre est devenue extrêmement improbable. Alors dans la seconde vidéo sur la triangulation dynamique causale, ben, je vous expliquerai comment en fait l'introduction de la causalité dans la gravité quantique euclidienne, pour la modifier, donc a permis d'aboutir à ce que je considère comme l'une des plus prometteuses théories de la gravitation quantique. Et nous verrons donc bien plus en détail ce que nous propose cette théorie de la triangulation dynamique causale. À bientôt.